Bonjour, avec vous Esma, je suis ingénieure au niveau de test et validation. Normalement, je suis passionnée par tout ce qui est qualité logicielle, au niveau des tests, au niveau de tout ce que je maîtrise au niveau de génie logiciel. Là, on continue toujours nos séries de vidéos par rapport à la formation STQB. Je suis vraiment désolée si je ne poste pas beaucoup de vidéos parce que vraiment, je suis en phase de livraison d'un projet. Ça me prend beaucoup de temps chaque jour. C'est vraiment à peine que je fais quelques vidéos au niveau de week-end. Là, on continue toujours notre série des questions-réponses par rapport au examen blanc. Au niveau de par rapport aux certifications STQV, normalement, comme on a dit la dernière fois, les nombres de questions, le pourcentage de réussite, normalement c'est 40 questions. Vous devez avoir au minimum 26 questions répondues correctes, 26 réponses correctes afin d'obtenir la certification. La durée normalement c'est 1 heure. Et normalement vous devez avoir votre carte d'identité au jour de l'examen afin de vous aurez la possibilité de la passer. D'accord. Et effectivement, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas de -1 ou une fausse réponse. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous hésitez au niveau d'une question, vous pouvez quand même répondre, même si vous n'êtes pas sûr, puisqu'il n'y a pas de -1. Là, au niveau de la dernière partie, la dernière fois, on était sur la 6e page. Normalement, quelles sont les 2 revues qui sont les plus propices à une revue de composants critiques dans un projet logiciel? Sélectionnez 2 réponses, 2 options. Normalement, est-ce que c'est la revue informelle, revue de management, l'inspection, la relecture technique et la revue technique? Quelles sont les 2 revues qui sont les plus propices à une revue des composants critiques dans un projet logiciel? Normalement, les 2 revues pour une revue des composants, c'est l'inspection et la revue technique. Quelle affirmation suivante est sur les analyses statiques est-il fausse? L'analyse statique peut être utilisée comme une mesure préventive dans une mesure appropriée mise en place. L'analyse statique peut découvrir les défauts difficilement détectables par les tests dynamiques. L'analyse statique peut entraîner une baisse des coûts en trouvant les défauts en plus tôt. L'analyse statique est une bonne façon de forcer les défaillances dans le logiciel. Ça, c'est la dernière, c'est pas correct. L'analyse statique, non, c'est pas une bonne façon de forcer les défaillances dans le système de logiciel. Un des objectifs de test pour le projet est d'avoir 100% de couverture. Pardon. Un des objectifs de test pour le projet est d'avoir 100% de couverture de décision. Les 3 tests suivants ont été exécutés pour le graphe de contrôle montré ci-dessus. Test A couvre, on voit le A couvre le B, A et B, D, par la suite le E et par la suite le G. Là ici on n'a pas fait le F ni le C. Le test B couvre le A, le B et le D, le E, F, G. C'est-à-dire on n'a pas abordé le C. D'accord? Et sur le test C, c'est le A, par la suite C, F, il retourne à C, par la suite le F, par la suite le F, le C, par la suite le F, par la suite le G, c'est-à-dire on n'a pas fait le D et le E. D'accord? Normalement, parmi les décisions, c'est la décision D n'a pas été testée complètement. Parce que si vous voyez, c'est toujours, il n'y avait pas de qu'on retourne, si vous voyez la couverture des décisions, normalement la décision D n'a pas été testée complètement. D'accord? Un défaut a été détecté pendant les tests quand le réseau est déconnecté, alors qu'il reçoit des données du serveur. Le système plante, le défaut a été corrigé en corrigeant le code qui a vérifié les disponibilités pendant le transfert des données. Les cas de test exécutant couvrent 100% de toutes les instructions du modèle correspondant.
pour vérifier la correction et augmente la couverture de nouveaux tests ont été conçus à ajouter à la suite des tests. Quel type de tests? Est-ce que les tests fonctionnels, les tests structurels, le retest ou les tests de performance? Normalement, on a fait 3. C'est les tests fonctionnels, les structurels et le retest. D'accord. Quelle affirmation suivante sur le diagramme d'état ci-dessous est-il vrai? D'accord. Normalement, là, ça, on a la télé éteinte, la télé allumée, c'est-à-dire à play, et télé en pause. D'accord. Et là, vous voyez, et là, ici, on a les combinaisons, les test cases, les cas de test. Les cas de test, la première, si par exemple le S1, c'est-à-dire la télé off, power on, c'est-à-dire on fait les cas de test, appuyez sur le bouton on, le TV et pour qu'il soit en stand-by. Par la suite, finish set, c'est le S2. D'accord. Si on a par exemple le S2, power, c'est-à-dire si la télé en pause, on appuie sur le power off, par exemple TV off, le S1. Car la télé en off, on appuie sur un bouton normalement pour l'éteindre. Et ça, c'est tous les cas de test qu'on peut avoir au niveau pour, par exemple, allumer la télé, la mettre en pause, l'éteindre et tout ça, de passer de pause pour l'éteindre, de passer en pause pour avoir de faire un play. La table d'état peut être utilisée pour décrire les transitions valides et invalides. La table d'état représente toutes les transitions simples. Sur les transitions valides et invalides, la table d'état représente toutes les transitions simples et possibles. La table d'état représente seulement certains des transitions simples possibles. La table d'état représente les paires séquentielles des transitions. Normalement, la table d'état peut être utilisée. La table d'état représente toutes les transitions simples possibles. Effectivement, même c'est avant, peut-être j'ai répondu à la question même avant de voir les questions, parce qu'ici on voit par exemple les cas de test, toutes les combinaisons qu'on peut avoir pour allumer ou d'éteindre la télé. Quelle affirmation ci-dessous est-il vrai concernant les tests de partition d'équivalence? Diviser les entrées possibles en classées qui ont les mêmes comportements utilisés à la fois, des partitions valides et invalides. Utiliser uniquement des partitions valides. Inclure au moins 2 valeurs pour chaque partition d'équivalence. Peut être utilisé uniquement pour tester les entrées des partitions d'équivalence d'une IHM. IHM, c'est pour, par exemple, l'interface au niveau d'un logiciel. D'accord. Et là, c'est diviser les entrées possibles en classe qui ont le même comportement utilisé à la fois, des partitions valides et invalides. Et aussi, là, c'est pour normalement, quelles sont les solutions ci-dessous qui sont dans la catégorie technique boîte noire. Normalement, c'est la partition d'équivalence, table de décision, transition d'état, valeur limite. Partition d'équivalence, table de décision et cas d'utilisation. Hein? Normalement, partition, ça c'est les 2 réponses correctes. Quelles sont les solutions ci-dessous qui sont dans la catégorie technique boîte noire? Les techniques boîte noire, partition d'équivalence, table de décision, transition d'état, valeur limite. Partition d'équivalence, table de décision, cas d'utilisation. Pour tout à l'heure, vous avez vu l'exemple précédent, on a vu par exemple pour la télé, on a vu les cas d'utilisation qu'on a utilisés. Le bonus des employés doivent être calculés, il ne peut pas être négatif, mais il peut être à 0. D'accord. Pour la prime des employés, on ne peut pas avoir une prime négative, ça c'est sûr, mais par contre on peut avoir un 0, c'est-à-dire on n'a pas eu une prime. Le bonus est basé sur l'ancienneté de l'employé. Un employé peut être employé pendant une période égale à 2 ans au moins, par exemple entre 0 et 2 ans, plus de 2 ans mais moins de 5 ans,
entre 5 ans et 10 ans ou plus de 5 ans. Là, c'est-à-dire ou plus de 10 ans, pardon. C'est-à-dire là, on est sur 4 phases. Entre 0 et 2 ans, entre 2 ans et 5 ans, entre 5 ans et 10 ans, et la quatrième catégorie, c'est plus que 10 ans. Ils auront les bonus soit 0, il n'y aura pas de bonus, qui ont moins de 2 ans d'ancienneté, 10% pour les personnes qui ont entre 2 ans et 5 ans, 10%, et 25 ans pour les personnes qui ont entre 5 ans et 10 ans, et 35% pour les personnes qui ont plus que 10 ans de travail. Combien de partitions d'équivalence sont nécessaires pour tester le calcul de bonus? C'est 4. Ça, c'est lorsqu'on a fait tout ça, c'est 4 partitions. Qu'est-ce qui est vrai concernant le bénéfice de dériver les cas de test des cas d'utilisation? Dériver les cas de test des cas d'utilisation est utile pour les tests système et les tests d'acceptation. Dériver les cas de test des cas d'utilisation est utile seulement pour les tests automatisés. Dériver les cas de test des cas d'utilisation est utile pour les tests de composants. Dériver les cas de test des cas d'utilisation est utile pour tester l'interaction entre différentes composants du système. Normalement, c'est la première et la dernière qui sont vraies. Dériver les cas de test des cas d'utilisation est utile pour les tests système et les tests d'acceptation. Normalement, on fait les cas de test. Au niveau de la aussi, on fait des cas d'utilisation utiles pour la dernière phase, les tests d'acceptation ou au niveau de la recette avec le client. On fait des cas de test normalement un peu près proche à l'utilisation finale du client. La dernière question, dériver les cas de test des cas d'utilisation utiles pour tester l'interaction entre différentes composantes du système. Ça, c'est aussi au niveau de la partie intégration. Qu'est-ce qui est la meilleure base pour des tests d'attaque et de faute? Expérience, données sur les défauts et défaillances, connaissance au sujet des défaillances logicielles, analyse des risques effectués en début de projet, cas d'utilisation dérivée des flux de processus métier pour les experts de domaine métier, résultats attendus en comparant avec un système existant. Normalement, quelle est la meilleure base pour les tests d'attaque de faute? C'est l'expérience. Normalement, données sur les défauts et défaillances, connaissance au sujet des défaillances logicielles. Effectivement, parfois, on est amené à utiliser notre expérience au niveau d'un projet afin d'avoir les problèmes, les anomalies qui se répètent à chaque évolution. Comme ça, avec l'expérience, on fait les tests au coup du test qu'on a eu à chaque fois, à chaque livraison. On constate qu'il y a des anomalies qui se répètent, on les fait au premier. Comme ça, on le remonte à l'équipe développement. Nous, on utilise Jira, mais il y a plusieurs logiciels pour la remonter. Prochainement, je peux vous faire des vidéos pour l'utilisation de Jira et les limites aussi de Jira. Et aussi on utilise les cas de test sur TestLink. Le TestLink, normalement pour Jira, je l'aime, normalement c'est parfait. On a toutes les workflows pour le projet. Par contre, pour TestLink, je vais vous aborder le sujet, mais c'est un petit peu limité au niveau de quelques utilisations pour la remontée des résultats de test. D'accord? Et là, quelle est la meilleure approche du test quand il y a un peu de spécification, une forte de pression? Normalement, ça, c'est normalement, il y a une réponse, c'est les tests exploratoires. On utilise notre expérience. On va faire les tests pour explorer ce qu'on a devant nous. Comme ça, sans l'utilisation des cas de test, il n'y a pas de spécification. Et on a une forte pression, c'est-à-dire on est prêt à la livraison, mais on n'a pas encore tous les cas de test. On va pas tester par exemple que le business analyst fait la rédaction de cahier de test et pour qu'il nous livre par la suite, on commencera à faire les tests de réponse et de mentionner par exemple le résultat. On va faire des tests exploratoires, c'est-à-dire pas hasard, c'est
c'est lié à notre expérience au niveau de projet. On va vérifier par exemple les tests que le client, une fois qu'il sera devant ce projet, devant cette application, quels sont les tests qu'il va les faire. Et comme ça, on fait toutes les tests, les combinaisons. On constate par exemple pour un projet, la sécurité, le mode de paiement. Par exemple, si c'est un projet qui utilise la monétique, on peut vérifier est-ce que la transaction est remontée correctement, il n'y a pas de problème, des bugs de double transaction par exemple. Est-ce qu'il n'a pas été débité deux fois ou il n'était même pas enregistré au niveau de notre base de données. Comme ça, et là par la suite, si on constate qu'il y a des anomalies, on remonte au fur et à mesure. Il y a des Jira avec l'équipe développement, on reste en contact avec eux pour résoudre le problème. Là, c'est effectivement lorsqu'il y a une forte pression, laquelle est une technique des tests basés sur la structure. Est-ce que c'est les tests de décision, analyse des valeurs limites, partition d'équivalence, test de transition d'état? C'est effectivement les tests de décision qu'on a vu sur des questions précédentes. D'accord. Vous avez commencé des tests basés sur la spécification d'un programme. Il calcule le plus grand diviseur commun de deux entiers A et B plus grand que 0. Calcule le GCP le plus grand entre A et B. Les calculs des tests ci-dessus. Les test cases, c'est les cas de test, ont été spécifiés. Quelle technique a été utilisée pour déterminer les cas de test de 1 à 6? On a commencé, effectivement, on a dit qu'ils sont plus grands à 0, c'est-à-dire on a commencé avec 1, 1, int max, int 1, ça c'est pour les entiers, maximum, 1, 0, 0 max. Analyser, normalement, la technique utilisée pour déterminer ces cas de test, c'est l'analyse des valeurs limitées. Considérant le diagramme de transition d'état suivant, ça on a utilisé déjà sur une question, mais le diagramme on a déjà eu sur une question précédente, mais c'est une nouvelle question. Considérant le diagramme de transition d'état suivant et la table d'état, laquelle des affirmations ci-dessous est-il vrai? La table des cas de test exerce le nombre minimum de transitions. Le cas de test donne seulement les transitions d'état valides. Le cas de test donne seulement les transitions d'état invalides. Le cas de test exerce le plus grand nombre de transitions. Je vous donne un petit peu de temps, c'est pour regarder le diagramme, pour donner les cas de test et l'état de départ, le résultat. Mais là, on voit que normalement que les résultats, les combinaisons possibles. C'est-à-dire c'est la réponse B. Le cas de test donne seulement les transitions d'état valide. Parce que même pour les tests invalides, on va être avec un grand tableau. Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la répartition des tâches entre un gestionnaire de test et un testeur? Le gestionnaire de test planifie les activités des tests et choisit les standards à suivre, alors que le testeur choisit les outils et les contrôles devant être utilisés. Non, ça c'est pas correct. Le gestionnaire de test planifie, organise et contrôle les activités des tests, alors que les testeurs spécifient, automatisent et exécutent le test. Ça c'est logique. Ça c'est la deuxième, c'est logique. Même plus fort, le gestionnaire de test planifie, moniteur, contrôle les activités de test, alors que le testeur conçoit les tests. Non, il ne fait pas la conception, puisque c'est plutôt que l'exécution des tests. Le gestionnaire des tests planifie, organise les tests et spécifie les cas de test, alors que le testeur priorise, exécute les tests. Ça, c'est pour cela que j'ai dit de faire attention au niveau des tests, au niveau des réponses, parce que parfois vous voyez qu'il y a des réponses similaires et c'est pas à peu près la même chose, parce que là c'est pas le testeur qui priorise et exécute les tests, mais plutôt il va exécuter tous les tests. D'accord. Laquelle des éléments suivants
peut être catégorisé comme un risque produit. Faible qualité des exigences et la conception du code et des tests. Problème de politique et délai dans des parties spécialement complexes de produits. Zone prédisposée aux erreurs. Danger potentiel pour les utilisateurs, caractéristiques produits faibles. Problème pour définir les bonnes exigences. Zone potentielle de défaillance dans le logiciel ou le système. Lequel des éléments suivants est-il un critère de sortie des tests? Alors, lesquels des éléments suivants peut être catégorisé comme un risque produit? Ça, c'est les zones prédisposées aux erreurs, danger potentiel pour les utilisateurs, caractéristiques, produits faibles. Lequel des éléments suivants est-il un critère de sortie de test? La mesure de la qualité, des mesures de fiabilité, le coût de test, le calendrier des tests, l'état de la correction et les défauts et le risque résiduel. Ça, effectivement, c'est l'élément un critère de sortie de test. Effectivement, c'est la mesure de la qualité, les mesures de fiabilité, le coût de test, le calendrier de test, l'état de la correction des défauts et le risque résiduel. Tout ça, on le prend en considération afin d'avoir un produit livrable. On a tout calculé, on a mesuré la qualité, on a mesuré la fiabilité, combien va nous coûter le test, pour quelle durée et pour combien de personnes. C'est pour ça, effectivement, on doit tout vérifier. En tant que gestionnaire de test, vous avez les exigences suivantes. À tester. Exigences à tester. Processus d'anomalie. Complexité forte. Service à distance. Complexité moyenne. Alors, synchronisation, complexité moyenne. Confirmation, complexité moyenne. Et là, confirmation, processus de clôture, problème, données financières, diagramme de données, modification de profil utilisateur. Et là, dépendance logique, comment organisez-vous le calendrier d'exécution de tests en fonction du diagramme de dépendance. On a le R1, comme on a dit, c'est processus d'anomalie. Et l'envoi au service à distance. Par la suite, il y a une communication avec il y avait effectivement communication synchronisation. Et par la suite, on a eu soit le R7, soit le R8. Données financières, diagramme de données. On a le R4, confirmation. Et on a eu la cinquième, c'est processus de clôture. Ici, d'après le R3 jusqu'au R8, on a soit le R6, soit le R9, c'est-à-dire le problème, soit la modification de profil utilisateur. La combinaison, c'est le R1, R1, R2, R4, R5, d'accord. Par la suite, R3, R7, et par la suite, R8, R6, R9. Lequel des éléments suivants est-il un risque de projet? Faiblesse de compétences et de nombre de testeurs, faible caractéristique logicielle, défaillance logicielle comme livré, possible de défaut de fiabilité. Lequel des éléments suivants est-il un risque de projet? Défaillance logicielle, c'est pas un risque de projet parce que comme on a toujours des testeurs, des bons testeurs, un nombre suffisant, et si on a des développeurs, on peut toujours rattraper les choses avant une livraison. Mais si on a une faiblesse des compétences et au niveau de nombre et aussi au niveau de nombre de testeurs, ça c'est un risque pour notre projet. En tant qu'un gestionnaire de test, un rapport de synthèse de test vous avez demandé concernant les activités de test et en accord avec le standard que deviez-vous prendre en compte dans le rapport. Le nombre des cas de tests utilisant les techniques boîte noire, non. Un résumé des activités des tests majeurs, des événements et de l'état de l'atteinte des objectifs.
effectivement une évaluation générale de chaque élément développé, la formation prise pour les membres de l'équipe et les tests pour assurer l'effort de test. Donc c'est plutôt la deuxième, un résumé des activités de test majeur, les événements et de l'état de l'atteinte des objectifs. Vous êtes testeur dans une équipe de développement de logiciels et de sécurité critique. Pendant l'exécution des tests, vous vous rendez compte que les résultats que vous avez obtenus ne sont pas obtenus. Vous écrivez un rapport d'incident. Quelles sont les informations que vous considérez comme les plus importantes en accord avec les standards 829? D'accord. Normalement, ça c'est, vous pouvez, si vous êtes un testeur, vous pouvez juste référer par rapport au champ que vous remplissez au niveau lorsque vous remontez un Jira. Normalement, l'impact, la description de l'incident, date et l'heure et votre nom, ou l'identifiant unique pour le rapport, les exigences particulières nécessaires, les éléments transmis, votre nom et votre ressenti au sujet de la source de défaut, ou la description de l'incident, l'environnement et le résultat attendu. Normalement, sur chaque anomalie qu'on remonte à l'équipe développement, on mentionne notre nom, le nom, la date et l'heure, c'est-à-dire effectivement à quelle heure, parce qu'on met en pièce jointe aussi les logs avec les captures d'écran, et aussi la description, l'impact, est-ce que c'est systématique ou aléatoire, occasionnel, ou par la suite est-ce que c'est majeur, bloquant, simple, mineur, tout ça, ou aussi la description de l'incident. On mentionne tous les détails, et normalement sur une anomalie Jira, on mentionne qu'est-ce qu'on doit avoir, normalement qu'est-ce qu'on doit se référer au niveau des spécifications, qu'est-ce qu'on doit obtenir et qu'est-ce qu'on a obtenu, et l'impact pour le client final, et aussi la description. Aussi on fait en pièce jointe les logs. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces vers le haut. Et merci beaucoup et à la prochaine.